Et qu'est-ce que tu dirais que c'est la plus grosse illusion que les gens ont par rapport à l'immobilier? Que c'est facile. Pour être performant, tu as besoin d'aller chercher toutes les notions que tu as besoin. Tu as besoin d'être bon, de connaître ton marché. Tu as besoin d'avoir un bon contact avec les gens. Alors, comment est-ce que tu arrives à gérer les saisons où il y a moins de ventes? En fait, David, le plus grand défi en immobilier, c'est ça. Donc, tu attends que le taux baisse, mais le prix des propriétés continue à augmenter. Et ta capacité d'achat, ta solvabilité pour pouvoir acheter devient de plus en plus basse. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Brains Need Fuel. Aujourd'hui, j'ai vraiment une invitée justement que je connais depuis très longtemps. On s'est connus parce qu'on a grandi dans le même quartier, après le basket, et on avait même des frères et sœurs justement qui se connaissaient également. Alors sans plus tarder, je vous présente Neyla. Yeah! Bien contente de te voir, David. Yes. Merci pour cette belle invitation. Merci à toi, pour de vrai, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire avec toi. Alors, pour les auditeurs justement qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est qui Neyla et c'est quoi que tu fais dans la vie? Donc, Neyla Farah, courtier immobilier, présentement chez Remax Alliance, enseignante de formation. Donc, j'ai enseigné pendant 10 ans au secondaire, maths et sciences. Par la suite, je me suis dirigée en immobilier graduellement. Je suis aussi, j'ai été coach de basket pendant 12 ans, juvénile masculin. Donc, basket reste la passion, reste le numéro 1. Ouais, je comprends tout à fait. Tu as parlé un peu de l'enseignement. Je voulais savoir, c'est quoi pour toi qui a été l'élément déclencheur pour te lancer en immobilier, justement? En fait, David, moi, je suis arrivée au Canada en 2005. En fait, on est arrivé en famille en 2005. Ça a été une profession que j'ai vue, qu'on ne voit pas dans mon pays d'origine, en Algérie. Alors, c'était quelque chose que j'avais toujours en tête. Mais mes parents ont suivi un parcours très atypique ou très typique de l'Europe, de l'Afrique, où est-ce qu'on doit passer par le collège, l'université. Donc, j'ai fait ce parcours-là en enseignement. Puis, au fur et à mesure, je commençais à me faire des bucket list, to-do list, des objectifs. Puis, j'ai rajouté l'immobilier par la suite. OK. Et c'est quoi que tu dirais qui t'a le plus surpris, justement, de faire le changement entre l'enseignement, au coaching, puis à l'immobilier? Ouais, j'ai toujours un ami qui est courtier immobilier. C'est grâce à lui que j'ai été incitée à aller. Du jour au lendemain, je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai envie de venir te voir. J'ai envie de passer une journée avec toi. Donc, je suis allée faire une journée complète de visite avec lui, plus inspection. Puis, j'ai eu la petite piqûre. Je suis allée m'inscrire là, les prochaines journées. Puis, j'ai fait mon cours et... Du jour au lendemain, j'étais courtier immobilier. Mais ce que j'aime, même quand tu parles de ton parcours, je vois qu'il y a beaucoup d'éléments qui se rapprochent ensemble. Tu vois, l'enseignement, le coaching, être courtière immobilière, c'est toutes des professions auxquelles tu dois avoir des échanges humains avec les gens. Tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment connectionnel. Tu dois apprendre comment parler aux gens, comment t'exprimer, comment vendre certains points. Qu'est-ce que tu dirais que c'est la qualité qui t'a le plus servi justement dans ces trois domaines, que ce soit l'enseignement, le coaching ou l'immobilier? Moi, je pense que c'est l'empathie, le contact humain, puis d'avoir cette envie-là de faire la différence chez autrui. Je pense que c'est des points très, très importants d'un domaine à un autre. C'est-à-dire qu'en enseignement, tu fais face à des adolescents. Tu veux faire la différence dans leur vie. Tu veux avoir un impact pour qu'ils aient un futur prometteur. Ensuite de ça, tu as le coaching de basket, où est-ce que tu veux atteindre l'excellence, tu veux gagner, tu veux sortir avec une médaille, tu veux aller au play-off, tu veux gagner. Donc, ce contact-là, tu veux amener cette personne-là plus loin. Puis je le trouve, en fait, en immobilier à 100% parce que l'acheteur ou le vendeur, le client, ben, tu veux l'amener à un autre niveau. Exactement. Tu veux lui trouver la bonne propriété. Tu veux vendre sa propriété au maximum de son prix. Donc, ça rejoint les trois, en fait. Je te dirais que c'est le contact humain et le défi que tu as à faire mieux ou à atteindre un certain objectif avec autrui. Alors, justement, quand tu viens de répondre, tu as dit qu'une des qualités qui t'a le plus servi dans les domaines dans lesquels tu as travaillé, c'était vraiment l'empathie. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important et qui peut résonner vraiment avec moi parce que dépendamment des milieux dans lesquels les jeunes peuvent grandir, ça peut être des milieux un peu plus difficiles ou que les parents sont un peu moins présents à la maison ou juste que, tu sais, dans le contexte familial, ça peut être difficile. Et l'impact qu'un professeur, qu'un coach peut avoir dans la vie de ce jeune-là est tellement important. Juste de démontrer que tu cares de la personne au-delà de juste
ses notes ou juste au-delà de vraiment faire ton travail professionnel. C'est quelque chose que le jeune peut justement se rappeler dans 10, 15 ans, de savoir que, wow, ce professeur-là, ce coach-là a vraiment eu un impact dans une ma vie. influence dans la vie. Exactement. Puis moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des coachs auxquels je parle et je me rappelle quand j'étais tout jeune, quand j'étais 14 ans, des fois, ils me donnaient des conseils, ils pouvaient comme me reprendre. Ça fait pas toujours plaisir sur le moment tel quel, mais plus tu grandis, plus tu deviens plus mature, tu réalises que cette personne-là tenait vraiment à toi. Tout à fait. Ouais. J'aimerais te poser la question, quelle erreur ou difficulté, tu dirais, t'as le fait le plus grandir dans ces dernières années? Difficulté ou erreur, ça serait, je dirais, en fait, entre l'enseignement puis l'immobilier, il y a des défis différents, complètement différents. En enseignement, un peu comme tu l'as nommé tout à l'heure, des fois des parents un peu plus absents, gérer 35 à 36 élèves en même temps qui ont tous des backgrounds différents, c'est toute une responsabilité que tu as. Envers eux. Ils passent toute l'année avec toi. Ils passent plus d'heures en classe qu'à la maison ou avec leurs parents. Donc, le défi à ce moment-là, c'est continuer à montrer l'exemple, à les acheminer vers le meilleur chemin possible. Alors qu'en immobilier, le défi est complètement différent parce que tu fais face à des adultes. Là, des adolescents, c'est plus jeune, ils te suivent. Tu dois montrer l'exemple. Ils sont capables de te suivre. S'ils ne te suivent pas, ils peuvent tomber, se relever, continuer. Mais un adulte, il vient avec son bagage, son historique, ou est-ce que ses habitudes ou son comportement ou ses valeurs sont tellement déjà ancrées que c'est plus difficile d'aller le convaincre ou d'aller l'amener vers le bon chemin qui a besoin d'être. Donc, je te dirais que la difficulté, en fait, le défi a été de faire face entre l'adolescent et l'adulte. Cette différence d'âge-là a vraiment démontré deux choses complètement différentes. Donc, le contact humain reste le même. L'approche reste presque la même. Mais là, tu dois t'adapter entre un jeune adolescent puis être avec des adultes dans le quotidien. Puis là, encore là, tu parles d'adultes, mais c'est la plus longue période de ta vie, je dirais, être adulte. Tu vois, tu peux parler avec des personnes qui essayent d'acheter leur première propriété, ils ont peut-être 25 ans. Et tu peux parler des personnes qui essayent de peut-être acheter une propriété pour leur retraite et qui ont 60 ans. Exact. Et dans ce contexte-là, la perspective qu'ils ont ou la mentalité qu'ils ont est totalement différente. Est complètement différente. Et toi, tu dois t'ajuster. Puis, tu sais quoi, je trouve que ça te donne tellement d'adrénaline. Gérer une situation ou une transaction avec... justement, un couple dans la soixantaine n'est pas gérer une transaction avec un couple dans la vingtaine. Puis, il y a une approche différente pour le couple dans la soixantaine et il y a une approche complètement différente pour celui de la vingtaine. Et c'est pour ça que je dis, le plus grand atout en immobilier, justement, c'est de l'adaptation. Il faut que tu t'adaptes à différents âges et à différentes approches, mais différents backgrounds de la personne. Exactement. Pour continuer sur ça, j'aimerais savoir comment est-ce que tu gères les moments où tu perds de la motivation? Motivation? C'est certain, quelqu'un me mentirait, il dirait je suis tout le temps motivée à 100%. Je pense que c'est important d'avoir un focus clair, des objectifs clairs, parce que tu vas la perdre, la motivation. Et ce qui va venir... continuer le chemin, c'est la discipline. Exactement. C'est ce que tu dois appliquer tous les jours, no matter what. Peu importe comment tu te sens, tu dois continuer à appliquer ce que tu appliques ou ce que tu t'es dit comme objectif. Ça, c'est vraiment un bon point. Puis à chaque fois que je parle aux gens de ça, j'aime ça bounce back un peu sur ma vie quand je joue au basket. Parce que la discipline, c'est ça qui va t'amener vraiment plus loin. Tu n'as pas toujours envie de t'entraîner, mais c'est important que tu fasses ces pas-là si tu veux vraiment devenir le meilleur. Mais est-ce qu'à la fin, tu es passionné au basket? Oui. Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis la motivation. Même si tu es passionné de quelque chose, ça ne veut pas dire que tu es motivé à 100% tout le temps. Des fois, tu peux ne pas être motivé. Mais ce qui va t'amener plus loin, c'est te dire, OK, David, on a besoin de gagner à la fin de la saison. OK, David, je veux atteindre 20 points par game. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour atteindre 20 points par game? J'ai besoin d'aller shoot. J'ai besoin d'aller appliquer. Qu'est-ce qui va faire en sorte que j'applique? C'est ma discipline. J'ai besoin d'aller à tous les jours au gym. J'ai besoin d'aller shooter tous les jours. J'ai besoin d'aller améliorer mon pourcentage de réussite de shot. Et c'est ça qui amène le résultat.
tu vois, l'emploi, justement, de courtière immobilière que tu es en train de faire, c'est, si je me trompe pas, c'est un peu vu comme travailleur autonome, tu vois, au Québec. Alors, je me demandais, comment est-ce que tu arrives à gérer les saisons dans lesquelles tu es moins capable de vendre, tu vois? Comme ton revenu, je dirais pas ton revenu n'est pas stable, mais ça dépend de tes performances. Alors, comment est-ce que tu arrives à gérer les saisons où il y a moins de ventes? Ouais. En fait, David, le plus grand défi en immobilier, c'est ça. Okay. C'est le fait de rester stable. Comme tu dis, on est des travailleurs autonomes. Il y en a qui sont incorporés, il y en a qui ne sont pas incorporés. Il y a des courtiers immobiliers qui sont à temps plein, il y en a d'autres qui sont seulement à temps partiel. Et ceux qui sont à temps partiel, ils sentent moins ce stress-là ou cette gestion-là des 4 saisons parce qu'il y a déjà un autre salaire qui est en fait promis ou qui est là sécurisé, qui rentre dans leur compte bancaire. Mais quand tu deviens autonome ou incorporé, ou c'est ton seul métier, ton seul emploi, effectivement, il faut que tu t'ajustes. Puis je dis souvent dans mes formations que l'immobilier, c'est des montagnes russes. Donc, dans le fond, des fois, tu es en up, max d'adrénaline, puis là, tu drops complètement. Et le défi, c'est de garder l'équilibre. Hein. C'est comme en vélo, c'est comme quand tu pédales. Dans la vie, en général, pour tout, il faut avoir un équilibre. Sinon, on tombe. Ouais. Puis là, on va devoir se relever. Puis là, on tombe. On va devoir se relever. Comme un enfant qui apprend à pédaler. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. À un moment donné, il prend l'équilibre. Donc, l'immobilier, c'est de l'équilibre. En général, au Québec, en une année, on tombe à peu près dans les 100 000 transactions annuellement. Okay. Puis quand tu divises ça par saison, donc, ou par trimestre, on va dire ça comme ça, donc janvier à mars, avril à juin, juillet à septembre, puis octobre à décembre, donc par 3 mois, on se retrouve en moyenne à peu près dans les mêmes nombres de transactions chaque saison. Donc, chaque saison rapporte des transactions. Ça veut dire qu'au Québec, pour un cycle de chaque trimestre, tout le monde vend et achète. Okay. Donc, il n'y a pas vraiment des saisons plus basses que d'autres. Maintenant, il y a des moments plus bas que d'autres. Et c'est là que les courtiers immobiliers paniquent. OK? Pourquoi? Parce que quand le téléphone ne sonne pas, les courtiers se disent « Ah, j'ai pas de transaction qui va rentrer. » Quand ils ne sont pas sur le terrain, « Ah, il n'y a pas de transaction qui va rentrer. » Et c'est de se dire, c'est de continuer à être stable dans ta implication et dans ta pratique. Parce que l'immobilier, ça se peut que tu travailles avec 3, 4 clients pendant 2, 3 mois, 0 résultat. Et boum, les résultats sont back-to-back dans la même semaine, 2 mois après. Alors, c'est vraiment juste de garder la discipline, garder la pratique et les résultats vont arriver au fur et à mesure. Ça, dans ce que tu dis, ce que j'ai vraiment retenu, c'est que je vois un peu que le cycle de vente n'est pas toujours le même, justement parce que tu travailles avec différentes personnes. Comme tu as dit, tu peux travailler avec 3-4 clients pendant des mois et c'est dans les 2 derniers mois que tout se close. Mais tu peux travailler avec d'autres clients et que les choses arrivent super rapidement. Exact. Alors, c'est juste vraiment garder cette constance-là comme tout le long. J'aimerais un peu... Et si je peux t'ajouter un point, être en immobilier, si tu travailles en immobilier dans l'objectif que tu regardes juste l'argent, puis que tu attends juste que la transaction passe pour avoir l'argent. Premièrement, tu ne donneras pas un bon service. Le client le sent. Il sent que tu es là pour finaliser ta transaction. Et si tu le fais en étant suspendu à attendre, eh ben, tu vas tomber malade physiquement et mentalement parce que tu veux juste que ça close, comme tu dis. Puis là, ben, tu ne sais pas quand est-ce que ça close. Ça peut être après 2 visites, ça peut être après 2 semaines, comme ça peut être après 2-3 mois. Ou même années. Tout dépend des clients que tu peux avoir. On avait parlé ça un peu hors podcast, mais j'aimerais un peu comprendre comment est-ce que ça fonctionne au niveau du Québec. Tu vois, on va dire, tu es courtière immobilière. Toi, tu es avec Remax. Est-ce que tout le monde doit avoir une agence avec laquelle il travaille? Comment est-ce que ça fonctionne pour quelqu'un, on va dire, qui veut devenir courtier immobilier? Donc, au Québec, obligatoirement, tes 5 premières années, tu dois être affilié à une agence immobilière. Par la suite, tu peux ouvrir ta propre agence. Le pourcentage est très bas pour que quelqu'un soit vraiment en agence séparée ou agence personnelle. Donc, il y a plusieurs agences, comme tu dis, Remax. Moi, je suis avec Remax. C'est la numéro 1 au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Donc, on a une certaine notoriété. Donc, les gens font confiance à la montgolfière, là, qu'on voit, qui est notre sigle de l'agence. Mais plusieurs autres agences travaillent exactement de la même manière que Remax. Puis,
tout à l'heure, tu m'as posé la question, je vais tout de suite y répondre. Ouais. Donc, l'agence ne nous fournit pas des clients. Donc, on est vraiment des travailleurs autonomes. On va aller chercher notre clientèle. L'agence nous représente, nous protège. On a des directeurs qui répondent à nos questions. En fait, tout est question de protection au Québec pour tout ce qui est documentation, clause avec l'organisme d'autoréglementation au Québec. OK. Et je vois un peu, tu vois, ton contenu en ligne, tout ça, je vois ce que tu fais. Et maintenant, je vois que tu es en train de faire du coaching au niveau de l'immobilier. Ouais. Comment est-ce que tu as trouvé cette passion pour ça? Est-ce que ça relate avec le fait que tu as coaché et tu as enseigné auparavant? Et si tu peux expliquer un peu, c'est quoi le coaching immobilier, justement? Oui. Je vais pas te mentir, depuis que je n'enseigne pas, l'enseignement me manque beaucoup. Ouais. Puis, on a parlé tout à l'heure de la différence entre l'adulte puis l'adolescent, mais même l'adolescent me manque beaucoup. Un adolescent, tu te mets au défi, tu veux lui montrer l'exemple, l'adrénaline est au maximum. Donc, mon agence, Remax Alliance, m'a permis de donner des cours ou donner des formations à notre agence à l'interne. Puis, j'ai pris goût à ça. Et maintenant, j'enseigne aussi à l'école de prospection, l'agence s'appelle O's Coaching. Ils sont situés à Laval. Donc, je donne l'école de prospection. C'est quoi l'école de prospection? C'est vraiment des courtiers immobiliers qui sont déjà courtiers immobiliers. Ils ont déjà un certain niveau de performance. Ils viennent chercher des réponses, la bonne manière ou la meilleure façon de communiquer, la bonne manière de donner leur service aux clients pour arriver à un résultat plus élevé. Okay. Donc, c'est des formations qui sont quand même demandantes. C'est 2 journées complètes où est-ce que les courtiers viennent pendant 2 journées, prennent tout ce qui est pédagogie que je donne. Ouais. Donc, comment répondre aux objections, comment parler avec un vendeur, comment parler avec un acheteur, comment arriver à atteindre l'objectif du client, atteindre son maximum de prix, ses conditions. Et par la suite, ils vont au téléphone. Ça, c'est le deuxième défi. Ouais. Et là, au téléphone, moi, j'ai un autre téléphone. Je me branche à leur casque. Donc, j'écoute leur conversation. Eux, ils ne m'écoutent pas. Ils ne savent pas. Ouais. Ils savent pas. En fait, le client en arrière du téléphone n'entend pas. Puis là, on va faire un scénario. Là, tu portes un casque, okay. Tu parles avec un client, et là, je suis avec toi. Ouais. Je me branche. Le client, tu lui parles. Ouais. Moi, j'entends ce que toi, tu dis. J'entends aussi ce que le client dit. Okay. Et puis là, mon défi, c'est de t'aider pour que tu puisses avoir le rendez-vous avec ce client-là. Mm-hmm. Et c'est là qu'on voit les personnalités des courtiers immobiliers. Est-ce que c'est quelqu'un de gêné? Est-ce que c'est quelqu'un qui est habile à m'écouter, à écouter le client? Donc, ça devient un peu un jeu, mais un défi pour lequel on atteint des grands objectifs. OK, non, wow, c'est intéressant. Ouais. Puis cet aspect-là de vente est tellement important. Je pense dans la vie en général, mais surtout dans l'emploi que tu fais en tant que courtière immobilière. J'aimerais savoir, toi, comment tu as appris justement ces skills-là de vendre, justement, quand un client te donne une objection, être capable de répondre. Ouais. Est-ce que c'était à travers des livres, des podcasts, juste des interactions? Comment est-ce que tu as appris ça? Sincèrement, la clé de tout dans la vie, c'est la répétition et la préparation. Il n'y a aucune équipe de basket qui va aller au play-off si elle n'est pas préparée. Ouais. Il n'y a aucun boxeur qui monte sur le ring s'il n'est pas préparé. Si tu arrives devant un client et tu n'es pas prêt, tu ne connais pas ton marché, tu ne connais pas les statistiques, tu ne connais pas quelle propriété s'est vendue dans le secteur qui cherche, t'es cuit. Mm-hmm. Tu as besoin d'être un professionnel dès le début et la seule manière qu'un client voit que tu es professionnel, c'est en voyant que tu es prêt. Et ça, il le ressent sur ta pratique. Ouais. Donc, si tu es sur le terrain, si tu es sur un terrain de basket, si tu es sur un ring de boxe, la seule clé, c'est d'être préparé. Très bien dit. Tu vois, on a un peu navigué un peu tout ce que tu fais. Ouais. Tu parles de tes courtières immobilières, comment également tu fais du coaching. J'aimerais savoir, tu vois, maintenant, tu portes même le chandail de Focus & Care. J'aimerais savoir comment est-ce que l'idée t'est venue et c'est quoi Focus & Care? Oui, donc le Focus & Care, David, il est là depuis longtemps. Ouais. Depuis à peu près une dizaine d'années en enseignement. Okay. Donc, ça a commencé vraiment avec les élèves, les jeunes. Et un peu comme on a parlé tout à l'heure, viennent tous de backgrounds différents. Il faut les comprendre. Il faut s'adapter à eux. Et
un jeune, et tu vas me le confirmer, je suis sûre que tu te rappelles de tous tes profs puis de tous tes coachs, que tu sais qu'ils t'ont... Ils ont eu un impact sur toi. Pourquoi ils ont eu un impact sur toi? Parce que tu as senti qu'ils t'ont compris. Mm-hmm. Et c'est la clé. Donc, en enseignement, je me suis adaptée à mes jeunes. Donc, j'ai care d'eux. Mm-hmm. Donc, j'ai pris soin d'eux, mais tout en restant focus sur leur cheminement. D'où est sorti le Focus and Care. Okay. Donc, ma devise dans la vie, c'est de jamais perdre le chemin du focus, donc de toujours rester concentré sur ses objectifs, mais en prenant soin de soi et en prenant soin de mon environnement et des gens qui sont autour de moi. Non, okay, très bien dit. Les gens vont pas être capables de le voir sur caméra, mais on est en ce moment justement au studio et tu as amené tes parents justement avec toi. Est-ce que tu pourrais partager, on va dire, une leçon ou quelque chose que tes parents t'ont inculpé et que tu aimerais justement transmettre à la jeunesse ou à des neveux, nièces dans le futur? Ouais. Écoute, c'est sûr, moi je suis arrivée ici à l'âge de 16 ans, donc c'était en 2005. Mes parents ont laissé quand même des professions importantes dans leur pays pour notre avenir à nous ici. Et on est venu ici, le seul focus qu'on avait, c'était de réussir. Ouais. Puis, eux, ils ont dû s'adapter à changer complètement de métier, à refaire des formations, reprendre des nouveaux diplômes et travailler tout en prenant soin de nous. Mm-hmm. Donc, je te dirais que ma plus grande leçon de mes parents, c'est je les ai jamais vus abandonner. Et c'est vraiment la flamme que j'ai pour laquelle je n'abandonnerai pas. Non, mais c'est tellement difficile, comme tu as pu le dire justement, comme moi aussi je suis issu de l'immigration, je suis venu beaucoup plus jeune, je suis venu quand j'avais 3 ans, mais de réaliser que tes parents font ce sacrifice-là pour toi, pour que tu aies une vie genre meilleure, justement, accès à des différentes ressources, je pense que c'est vraiment une richesse que l'on a. Et je connais ta sœur également, tu vois, ta sœur aussi a vraiment cet esprit entrepreneur, et je pense que c'est quelque chose que vous avez pu avoir de vos parents. Comme tu disais, ils n'ont jamais abandonné, et on sait que quand tu te lances dans un projet, il y aura des difficultés. Alors, juste avoir ce mindset de keep pushing, peu importe ce qui arrive, c'est vraiment une clé, si je peux le dire comme ça. Puis quand tu penses à nos parents, des fois, là, dans notre quotidien, on va avoir des défis, puis là, quelqu'un va dire « Oh, comment tu fais pour surmonter ce défi? Comment tu fais pour te réveiller tous les jours? Gros sourire. » Mais quand tu regardes les défis qu'eux, ils ont eus, sont comme x10, x100 de ce que nous, on a eu. Puis quand j'y pense, je me dis « Non, j'ai pas, comme on dit au Québec, j'ai pas à chialer. » Ils ont vécu pire et ils se sont pas plaints. Donc, je ne me plaindrai pas. Qu'est-ce que tu dirais, pour retourner un peu à l'immobilier, qu'est-ce que tu dirais que c'est la plus grosse illusion que les gens ont par rapport à l'immobilier? Que c'est facile. L'immobilier n'est pas du tout un domaine facile. C'est un beau domaine. On est souvent, tout le temps, en contact avec des nouvelles personnes. C'est des défis. Chaque transaction amène un peu son émotion. On est content, on va au notaire, la clé, les rénovations. Donc, il y a beaucoup de belles choses. Donc, c'est un beau métier, mais c'est un métier qui demande beaucoup d'heures de travail. Sacrifice de fin de semaine, sacrifice de soirée. Donc, pour être performant, tu as besoin d'aller chercher toutes les notions que tu as besoin. Tu as besoin d'être bon, de connaître ton marché. Tu as besoin d'avoir un bon contact avec les gens, de garder une belle réputation, de t'assurer de faire les choses vraiment comme les lois ou la déontologie nous le demandent ou nous l'exige au Québec. Donc, que c'est facile. Les gens se disent que c'est facile, mais c'est beaucoup de sacrifices. Tu as parlé un peu des lois, des déontologies, justement, au Québec. Est-ce que toi, tu trouves peut-être que cet emploi ou cette profession-là est plus facile peut-être dans d'autres provinces ou dans un pays comme les États-Unis? C'est la réputation. C'est la réputation. C'est sûr que faire une transaction aux États-Unis, en termes de temps, en termes de conditions, c'est plus rapide. Puis c'est plus facile. Par contre, le jour que tu as un enjeu,
toutes ces normes-là, ces déontologies-là qu'on suit puis qu'on respecte viennent te protéger à la fin quand il y a une situation pour laquelle on fait face. Donc, est-ce qu'il y a un choix à faire? Non, pas vraiment. Chaque courtier immobilier a le droit d'exercer un peu partout, mais on voit quand même une différence parce qu'un courtier immobilier au Québec, le cours qu'il fait, plus les formations qui sont obligatoires qu'on a à chaque 2 ans, alors que si tu vas aux États-Unis, la formation pour être courtier immobilier, c'est juste une seule fin de semaine. Oh. Puis tu peux aller sur le marché. Donc, ça en dit beaucoup, tu sais, sur... C'est normal que si tu fais une formation de 3 semaines, de 2 jours, d'une fin de semaine, je veux dire, puis tu vas directement sur le marché, ben, la transaction est beaucoup plus facile, à moins de conditions que quelqu'un qui est au Québec. OK. Non, c'est intéressant parce que je vois beaucoup de gens dans les réseaux sociaux qui vendent aux États-Unis ou quoi que ce soit. Et même ces derniers temps, je vois beaucoup de gens qui vendent des trucs à Dubaï. J'ai l'impression que c'est quand même un trend. Un trend, ouais. Ou je sais pas, un nouveau market qui s'est ouvert. Juste pour arriver un peu au market qui s'est ouvert un peu plus à l'extérieur, on voyait moins ça avant. Les gens au Québec, pas qu'ils avaient peur, mais ils n'allaient pas plus loin là, au niveau de l'investissement à l'étranger. Depuis le COVID, tout de suite après le COVID, les gens ont beaucoup appris, pas appris, mais ils ont pris la facilité ou le goût à voyager. Ouais. À partir, en fait, en voyage. Puis les voyages, ben, ça ressource. Ça permet de voir ailleurs, mais ça t'enlève la peur de c'est comment à l'extérieur du Québec ou du Canada. Et là, ben, les gens, ils ont maintenant moins peur d'aller investir à l'extérieur. Puis maintenant, il y a une facilité sur l'investissement international. Tu peux être ici et investir à Dubaï en ayant ton prêt ici. Tu peux investir dans un projet au Costa Rica, en République dominicaine, et pouvoir faire tout ton financement et ton hypothèque ici au Canada. OK. Ouais. Ça, je savais pas ça. Tu as parlé un peu de voyage, justement, comment après la COVID, plus de personnes ont pris le goût de commencer à voyager. Tu vois, je te suis, je vois que tu voyages beaucoup, tu es une fan de musique latine, je vois beaucoup que tu es parti à Cuba. Comment est-ce que tu trouves que toi, personnellement, ces voyages-là arrivent à te ressourcer? Et comment est-ce que tu trouves à créer des connexions aussi fortes quand tu es à l'étranger? Ouais, c'est fou, là, je vais reculer un petit peu. Avant l'immobilier, je ne voyageais pas vraiment. Puis, pas que j'aimais pas voyager, mais je voulais saisir toutes les occasions ici pour rester, pour jouer au basket, pour coacher au basket, les tournois, la fin de semaine, donc Noël, semaine de relâche, l'été. Je voulais être au Québec pour jouer au basket. C'était ça avant l'immobilier. L'immobilier, c'est quand même un domaine qui est fatigant. Et la mode, un peu le trend, c'est « OK, je prends 3-4 jours dans un tout inclus, puis là, je m'en vais, je me déconnecte, je reste sur la plage, je dors, je mange, tout est servi, tout est prêt, j'ai pas besoin de me préparer. » Et il y a 4 ans maintenant, j'ai décidé d'aller justement j'avais une formation que je voulais écouter en ligne. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais aller écouter cette formation-là en ligne, mais au bord de la plage. Donc là, j'ai appelé une amie à moi qui s'occupe de tout ce qui est forfait, là, tout inclus. Donc là, elle m'a dit, regarde, Neila, il y a un nouvel hôtel qui vient d'ouvrir à Cuba. Vraiment neuf, là. Ça faisait quelques mois qu'il était ouvert. Si tu veux, je te book là. Ça a l'air super bien. Tu as une piscine. J'ai dit, c'est parfait pour faire ma formation. Donc, j'y vais. Je fais ma formation les 3 journées au bord de la piscine, à la plage. Et là, la dernière journée, j'arrive pour repartir à Montréal. Plein hiver, neige. Et ils me disent à la réception que mon vol est annulé parce qu'il y a une tempête de neige au Québec et que c'est reporté dans 4 jours. Donc, j'avais 4 jours supplémentaires. Donc là, j'ai dû rester. Et quand je suis restée, j'ai commencé à socialiser avec plein de gens et j'ai rencontré des Cubains incroyables à cet hôtel-là qui m'ont fait connaître leur ville. Et là, j'ai connu leurs amis. Et depuis, je suis partie plusieurs fois à Cuba. Ouais. Ça m'a permis d'aller dans des écoles primaires, des écoles secondaires. Donc, j'ai vraiment vécu le local de Cuba. Et en passant, on dit souvent qu'à Cuba, la nourriture n'est pas très bonne. Sortez de l'hôtel, vous allez voir, c'est succulent.
Donc, j'ai connu ces gens-là. Je suis allée dans les écoles primaires, écoles secondaires. J'ai fait du bénévolat. J'ai fait des cours de boxe là-bas. Et là, ben, j'ai pris goût. Puis, j'y allais aux 2-3 mois, les voir, passer du temps avec eux. Puis, en même temps, ben, aller jouer au foot, aller jouer au basket avec eux. Alors, j'ai eu cette petite piqûre-là. C'est un pays, généralement, où est-ce que les gens vont pas à l'extérieur des resorts. Parce que c'est un pays communiste où est-ce que c'est très difficile le contact à l'extérieur. C'est pas un pays touristique où est-ce que les citoyens eux-mêmes sont habitués à voir des touristes à l'extérieur. Les voyages, pour revenir à la question, les voyages ressourcent énormément. Moi, la première chose que je me dis à chaque fois que j'embarque dans l'avion, c'est on est tellement bien au Québec. On a tout. On est choyé pour toutes les conditions qu'on a. Et je pense qu'il faut juste saisir tout ce qu'on a ici et aller au bout du chemin. C'est sûr que c'est difficile. Là, c'est rendu aussi un trend de dire « Oh, les mois d'hiver, pourquoi je ne vivrais pas au soleil? » Mais tout le monde est très content rendu au printemps, l'été et l'automne. Donc, c'est quand même un pays et une province qui nous permettent d'avoir beaucoup de belles conditions. Et aller se ressourcer ailleurs te permet juste d'avoir des idées et de revenir ici et d'avoir l'envie de continuer à travailler fort. Mais j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire. Je pense que tu peux apprendre de différentes personnes, de différentes cultures, de voir justement comment est-ce que les gens vivent avec des moyens qui ne sont pas comme les nôtres, des moyens c'est plus bas, ils ont très moins moindre. accès. Exactement. Je pense que c'est vraiment eye-opening. Ça te rend encore plus grateful de ce que tu as et ça te permet justement d'être capable de comme, pousser, avoir cette envie-là de vouloir faire mieux et d'être à l'écoute aussi des besoins des autres. Tout à fait. Est-ce que tu as une anecdote que tu pourrais dire qui t'a façonné au niveau mental? Qui t'a façonné mentalement? Une anecdote. Ouais. Je te dirais que ma plus grande... en fait, c'est dans mon quotidien. Tu sais, quand on parle d'anecdote, on parle d'histoire. Ouais. Dans mon quotidien, j'ai encore des élèves qui m'écrivent sur Instagram « Oh, madame, je veux être comme toi plus tard. Ah, c'est vraiment motivant d'être comme toi. » D'ailleurs, j'ai fait quelques transactions, imagine-toi, David, avec des anciens élèves. Fait que ils sont rendus dans la vingtaine, ils achètent leur premier condo. Donc, ils viennent, ils sont super excités. Alors, ma plus grande anecdote, je te dirais, c'est de voir ces gens-là, puis ils viennent là aux visites, voir que tu nous expliques des maisons, puis là, tu criais après nous en classe. Donc, c'est tellement une fierté pour moi que je te dirais que mon parcours en enseignement m'a débloqué dans beaucoup de choses pour lesquelles je suis très, très fière. OK. Tu disais justement que maintenant, tu as des élèves qui viennent, on va dire, pour faire l'achat de leur premier condo. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui trouvent que oh, c'est pas le bon moment pour acheter? Ou... Tu vois, il y a souvent cette crainte-là qui revient, comme pour les premiers acheteurs. Ils se demandent, est-ce que je devrais acheter? Est-ce que je devrais pas acheter? Est-ce que je devrais juste rester locataire, attendre que les taux descendent? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet-là, toi? En fait, attendre que les taux baissent, je vais le faire avec mes mains comme ça, tu vois. Attendre que les taux baissent fait en sorte que les transactions, je t'avais dit à peu près, on est à 100 000 transactions par année. Donc, attendre que les taux baissent fait en sorte qu'il y a 100 000 transactions, 100 000 transactions. Qu'est-ce qui arrive? Le prix continue à augmenter. Donc, tu attends que le taux baisse, mais le prix des propriétés continue à augmenter. Et ta capacité d'achat, ta solvabilité pour pouvoir acheter devient de plus en plus basse. Donc, le plus que tu attends, le moins que tu te donnes de chance d'acheter une propriété. OK. OK, très bien dit. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un, justement... Je reprends. Quel est le meilleur conseil que toi-même, t'aurais aimé entendre avant de commencer? Ouh! Très bonne question. Donc, que quelqu'un me donnerait comme conseil sur l'immobilier ou sur quoi? Sur l'immobilier? Sur l'immobilier, on va faire en deux parties. Sur l'immobilier et sur la vie en général. Ouais. Sur l'immobilier, je dirais quel conseil j'aurais voulu entendre de quelqu'un en immobilier? Que l'adulte, quand c'est pour acheter une propriété ou pour vendre sa propriété,
la capacité d'être en raisonnement sans émotion, elle est toute petite. Toutes nos transactions sont émotionnelles, beaucoup plus qu'en raisonnement. Donc, si j'aurais voulu écouter comme conseil, comme Neyla, prépare-toi, tu vas plus gérer de l'émotion, de la psychologie, beaucoup plus que des papiers puis des calculs. Ça aurait été bien, mais je me suis ajustée. Donc, les premières transactions, ça a été comme un impact sur moi. Ça reste là, David, une transaction immobilière, ça reste une responsabilité que tu as. Ouais. Tu es responsable de 500 000, tu es responsable de 700 000, tu es responsable de 1 million. L'argent du client, tu es responsable de lui. Donc, c'est normal que lui, il est dans l'émotion. Mais il faut apprendre, toi qui es courtier immobilier, à ne pas du tout être dans l'émotion avec le client. OK. Qu'est-ce que tu dirais en ce moment est quelque chose que tu es en train d'apprendre ou de désapprendre en ce moment? Tu vois, j'ai l'impression que des fois, on a des choses qu'on a appris, que ce soit culturellement ou juste dans le milieu dans lequel on était, qu'il faut justement qu'on brise ces barrières-là ou ces trains de pensée-là pour pouvoir justement apprendre des nouvelles choses. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des choses qu'en ce moment, tu es en train de désapprendre ou d'apprendre. Oui. Ça revient un peu, tu m'avais posé la question avant qu'on commence là, sur les podcasts, etc. Le développement personnel est très important dans notre parcours de vie. Malheureusement, on ne prend pas le temps de le faire. Donc, on ne se développe pas. Donc, on a des... je ne vais pas dire des difficultés, mais je vais plus dire des défis communicatifs ou des défis qu'on ne se connaît pas assez. Et en immobilier, j'ai compris, ce que je délaisse en fait, c'est que chacun a vraiment son background de vie personnelle, ou est-ce que ton approche doit être complètement différente d'une personne à une autre. Donc là, maintenant, quand j'ai un client devant moi, je suis capable de cerner c'est quoi le profil du client. Est-ce que je parle avec un dynamique? Est-ce que je parle avec un analytique? Est-ce que j'ai besoin de le hype? Est-ce que j'ai besoin de lui donner des statistiques? Ou est-ce que j'ai besoin d'être empathique avec, d'être patiente, de le comprendre, puis de l'acheminer parce qu'il ne prendra pas de décisions tout seul sans moi? Et c'est la clé, en fait, en immobilier. OK. Pour poursuivre sur ça un peu au niveau des podcasts ou livres, quoi que ce soit. Je savais que tu allais parler de ça. Exactement. Le développement personnel. Parce que pour les gens qui follow Neyla, vous allez voir que sur les réseaux, tu vois, elle est dans la voiture, elle te laisse savoir c'est quoi le podcast qu'elle écoute, tout ça. Est-ce qu'il y a un top 3, que ce soit livre ou podcast? Oh yes! Si tu me demandes même top 5, j'ai une liste de top 100. Parfait. Si tu peux partager avec les gens qui pourraient écouter pour approfondir leurs connaissances, que ce soit sur le développement personnel, immobilier ou quoi que ce soit. C'est incroyable parce que si j'ai un top 100 à faire... non, je ne vais pas faire de top 100, on ne va jamais finir. Un top 3, c'est 3 personnes complètement différentes. OK. Puis, tu sais quoi? Je vais faire un top 5, tu me permets? Parfait. Donc, et ils ne sont pas en ordre. Ce n'est pas un numéro 1, c'est vraiment mon top 5 quotidien. Genre presque tous les jours. Quand ce n'est pas le cas, je rattrape la fin de semaine. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de podcasts qui rentrent la fin de semaine. Donc, j'écoute mes podcasts sur Balados, sur Apple. Mon numéro 1, c'est Jay Shetty. Tu connais Jay Shetty? Oui, je connais. Donc, Jay Shetty amène des invités un peu comme nous en ce moment. C'est toujours des sujets complètement différents. Et c'est des gens complètement différents. De pays différents, de diplômes différents. Donc, ça m'apprend à voir un psychologue ne réfléchit pas comme un médecin ne réfléchit pas comme un investisseur, un boxeur ne réfléchit pas comme quelqu'un qui a gagné les Jeux olympiques, où est-ce qu'il est tout seul, où est-ce que c'est un travail d'équipe. C'est impressionnant, mais j'adore les podcasts de Jay Shetty. Non, c'est vraiment bon. J'ai lu son livre, justement, Think Like a Monk, et j'écoute aussi ses podcasts comme... J'aime comment, justement, il invite différentes personnes et chacun des invités est capable de montrer son purpose à travers ce qu'il fait et comment est-ce qu'il arrive là, comment son train de penser. J'avais écouté celui, je me rappelle, avec Kobe Bryant. J'avais vraiment beaucoup aimé parce que
Kobe, juste pour parler un peu, je trouve que c'est vraiment un joueur de basket qui est très réfléchi. Ouais. Sa manière de penser, sa mentalité, comment il approche les choses, ça l'a aussi permis de réussir non seulement au basket, mais après le basket, il a gagné un Oscar pour un animated movie qu'il avait fait. Alors, tu vois que il y a certaines mentalités que tu peux avoir qui s'interrelient, peu importe dans quelle industrie tu performes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis tu as parlé de Kobe, qui est une légende. Pour revenir à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, Kobe, c'est clair, c'est de la discipline. C'est pas de la motivation. Blessé, pas blessé, c'est de la discipline. S'il s'est dit que je commence à 5 heures du matin, je commence à 5 heures du matin. Je commence pas à 5h03, c'est 5 heures du matin. Et ça l'a amené vers des résultats incroyables, où est-ce qu'il fait partie du moins 1% de la société. Exactement. Donc, Jay Shetty, tu devrais écouter tu devrais lire les autres livres, là. C'est vraiment excellent, excellent comme livre. Puis justement, tu sais, j'écoute pas les podcasts juste pour m'informer ou pour apprendre. J'ai hâte de les écouter. À la fin, Jay Shetty dit toujours, tu sais, what is your biggest lesson ou your worst mistake? Puis j'ai hâte de savoir, c'était quoi, what was the mistake de cette personne-là? C'était quoi son erreur? C'était quoi son défi? C'était quoi sa réussite? Donc, Jay Shetty. Second one. Le deuxième, c'est Mel Robbins. Tu connais Mel Robbins? Ouais, elle a écrit le livre... Oh, j'ai oublié, je sais que la pochette est verte. Ouais. Mais en tout cas, je sais c'est qui. Puis elle a le 5 rules, le 5 minutes rules, 5 second rules. Ouais. Donc, Mel Robbins, elle est complètement le contraire de tout ce que j'écoute. Pas qu'elle n'est pas motivée, mais elle a trouvé sa voie avec ses podcasts. Donc, elle invite des gens et elle est impressionnée par les gens qu'elle invite. Donc, on voit vraiment, pas sa naïveté, mais sa transparence derrière tout ça. C'est quelqu'un qui se réveille pas tôt, qui n'aime pas du tout se réveiller. Et elle a écrit un livre du 5 secondes, dans le fond. C'est, dès que j'ouvre mes yeux, 5 secondes, je dois me lever du lit. Donc, je fais 5, 4, 3, 2, 1, hop, je dois me lever. Et c'est devenu, en fait, quelque chose d'applicable dans beaucoup de choses. Je suis au restaurant, j'ai un menu devant moi, 5, 4, 3, 2, 1, il faut que je choisisse. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, j'ai lu un article dernièrement, 89% des choses pour lesquelles on pense dans notre journée n'arrivent pas à la fin de la journée. Donc, on passe notre temps devant un menu, puis on se dit, qu'est-ce que je prends? Non, peut-être, j'aurais pas dû prendre ça, j'aurais dû... Donc, le fait de se mettre lésé dans 5 secondes que tu prends une décision, ben, tu passes à l'action directement. Fait que Mel Robbins, j'aime beaucoup sa transparence. Elle apporte un côté aussi féminin que je ne trouve pas chez les autres motivation speakers, parce qu'une femme a beaucoup plus de défis qu'un homme, émotionnellement, dans la société, tout ça. Donc, je l'entends, je l'écoute, et des fois, je m'associe à ce qu'elle dit. OK. Très intéressant. Pour elle, je pense que j'ai déjà écouté... Je l'ai écouté dans différents podcasts auxquels elle a été invitée, ouais. Mais j'ai jamais écouté son podcast, alors... ouais, très, très bon. J'ai raté dans la liste. Puis là, je fais les 3 autres plus rapidement. Donc, Rob Dial. Rob Dial, non. Rob Dial, il est très carré, très analytique. Okay. Il est beaucoup plus sur la discipline, préparation, résultat. Tu veux focus, il faut que tu te mettes dessus. C'est vraiment comme planification, programmation. C'est très clair. Il y a beaucoup de gens, parce que je le reposte, ils l'ont écouté. J'ai eu des feedbacks des gens. Hey, Néla, juste te dire, j'ai écouté Rob Dial, c'est vraiment, vraiment bon. Donc ça, c'est mon 3e. Okay. Mes 2 autres, c'est des fous. Ouais. À 2 manières différentes. Donc, Grant Cardone, qui crie toujours, puis il est là, you have to be the wolf of the Wall Street. Pourquoi? Parce qu'il m'amène une partie que moi, j'ai pas dans ma personnalité, mais que c'est important d'avoir dans mon quotidien en immobilier. Et le dernier, c'est Eric Thomas. Eric, je ne sais pas si tu connais Eric, tu l'écoutes. Donc, justement, ma sœur que tu connais très bien, elle rit souvent de moi parce que moi, les lundis, je dis « Thank God it's Monday ». C'est sa phrase. Moi, j'ai hâte au lundi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont hâte au samedi, dimanche. Moi, j'ai hâte au lundi parce que j'ai une nouvelle semaine, j'ai des nouveaux défis. J'ai une nouvelle semaine qui commence au gym, qui commence au travail, qui commence avec les gens autour de moi. Donc, j'ai bien hâte au lundi. Donc, la manière comment Eric pense, j'aime beaucoup. Il est complètement le contraire de Grant Cardone. Il est très famille. Il est très
Il a une foi. Il parle beaucoup de Dieu dans toutes ses phrases. Fait que tout ça, ça m'amène à un autre côté. Donc, l'équilibre de ces top 5-là, je vais m'arrêter à 5. L'équilibre de ces top 5-là fait en sorte que j'ai un équilibre dans ma propre vie, dans le quotidien. Beaucoup de gens me demandent, mais c'est sûr que tu vas aller dormir un peu plus. Pourquoi tu te lèves pour aller au gym? Mais je connais c'est quoi le feeling de ne pas aller au gym à 10 heures le matin. So, je préfère me lever à 5 heures, aller au gym, puis avoir l'énergie dont j'ai besoin pour la journée. Parce que c'est ça que j'ai besoin pour avoir un équilibre. Oh, non, très bien dit. Et il y a un dicton qui dit qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on traîne le plus. Et je pense que c'est au-delà de juste les personnes avec qui on traîne, mais les choses qu'on écoute, les choses qui nous influencent. Exactement, ce qu'on consomme de manière générale. Et le fait que toi, tu as nominé 5 podcasteurs complètement différents, chacun dans leur lane, mais tu es capable de toutes les regrouper parce que tu as besoin d'aller chercher différents éléments de différentes personnes. Et je pense que c'est un travail que tout le monde doit faire, de pas seulement chercher à être ou à écouter des personnes qui sont comme nous, mais faire ce travail-là d'écouter des personnes qui sont différentes pour aller chercher des aspects ou des éléments qui nous manquent à notre personnalité ou des aptitudes qu'on n'a pas. Oui, tout à fait. C'est une bonne observation. Puis on devrait le faire dans tout. Dans notre quotidien. Tu sais, si, par exemple, moi, je m'associe seulement avec des courtiers immobiliers qui ont la même personnalité que moi, je ne peux pas voir comment eux, ils voient les choses. Peut-être que moi, mon approche avec un client, si toi, tu as une autre personnalité, tu peux m'amener une autre approche envers le client. Et peut-être qu'elle peut être bénéfique pour moi aussi, et vice-versa. OK, mais le fait que tu as parlé de ça, ça m'a fait penser à une question. Est-ce que tu trouves qu'il y a de la collaboration au niveau d'être courtier immobilier ou il y a beaucoup trop de compétition? Comment est-ce que tu trouves ça? Oui, ben en fait, la compétition, il faut qu'elle soit là. Okay. Pour avoir des bons résultats, il faut que tu compétitionnes. Si moi, puis toi, on est sur le terrain de basket, puis on se dit, on joue one-on-one, si on se dit, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, ça ne marche pas, on ne va pas jouer, ni moi ni toi. C'est le fait qu'il y ait un perdant puis un gagnant que ça nous motive, nous deux, à être gagnants. Donc, la compétition, il faut qu'elle soit là. Maintenant, la collaboration est très, très importante. Au Québec, plus de 9 transactions sur 10 se font en collaboration. Donc, il y a moins de 10% de transactions qui se font par le même courtier. C'est-à-dire que le courtier qui vend et achète en même temps. Ça veut dire que plus de 90% des transactions doivent se faire entre Neila Courtier et David Courtier. D'où l'importance de la collaboration, de la bonne communication, puis aussi de garder une bonne réputation en tant que courtier immobilier. Comme ça, aujourd'hui, je peux visiter ta maison, mais dans 3 mois, je peux visiter une autre propriété à toi. Et là, si j'ai fait une belle transaction avec toi, ça va te faire plaisir que je fasse la prochaine transaction avec toi. Très bien dit, très bien dit. J'aimerais finir sur ça. Pour toi, c'est quoi le futur idéal dans les 5 prochaines années? C'est quoi ton futur idéal dans les 5 prochaines années? Mon futur à moi idéal? Je veux dire des secrets de mon Vision Board 2026, c'est ça? L'idéal, je te dirais que c'est de... En fait, on finit l'année bientôt, là, dans moins d'un mois. Je divise toujours mon année en trimestres, donc en cycle de 90 jours. Parce que c'est après un cycle de 90 jours que tu as vraiment une routine ancrée. Tu sais, on parle de 21 jours. Oh, il faut que tu appliques 21 jours pour que ça devienne une routine. C'est vrai. C'est-à-dire, après 21 jours, tu vois un résultat. Mais après 90 jours, c'est ancré en toi. Alors, je te dirais, c'est vraiment simple, mais c'est de continuer à garder un équilibre où est-ce que j'ai la santé. On ne peut rien faire sans la santé. Si on est malade, on ne peut ni travailler, ni être avec la famille, ni aller au sport, ni rien. Donc, d'avoir la bonne santé pour les 5 prochaines années, de travailler, d'avoir des bons résultats au travail, c'est-à-dire d'aider le plus de clients possible à trouver leur maison, à retrouver leur condo ou à vendre à leur prix. Et de continuer à avoir... tu le vois là, David, un peu dans mon quotidien. J'aime tout ce que je fais. Dans ma journée, j'aime tout ce que je fais. Et j'essaye le plus possible de faire tout ce que je fais. Donc, je vais au gym, je vais à des cours de boxe, je vois des amis, j'essaye de voyager 2-3 fois par année. Donc, je suis déjà reconnaissante de tout ce que j'ai.
Et ça serait de continuer sur cette lignée-là. Donc, d'avoir la santé, d'être stable financièrement, d'aider le plus de clients possible en immobilier et de pouvoir avoir la santé de continuer à m'entraîner puis à être entourée des bonnes personnes. Je suis aussi choyée d'avoir des bonnes personnes autour de moi. Et j'en suis reconnaissante à chaque jour. Parfait. Pour ça, je pense que tu es vraiment un très bon wrap-up. Tu es vraiment justement quelqu'un d'intentionnel. Je vois comment tu agis avec ta famille, tes proches. Tu es vraiment quelqu'un qui aime aimer, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Et c'est ça, je te souhaite le meilleur. Pour de vrai, j'ai hâte de voir. Merci. Je te suis sur les réseaux, tout ça. Alors, ceci est la fin de l'épisode Brains Need Fuel. Cet épisode va être disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, partout où est-ce que vous écoutez votre podcast. Et n'oubliez pas de follow Neyla. Je vais mettre son Instagram handle où vous allez pouvoir la trouver, la suivre ou même lui poser des questions si vous avez par DM. Alors, à la prochaine.